de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Mais avant de lancer l'épisode, on voulait vous dire un grand merci. Vous êtes déjà près de 3700 à avoir soutenu notre campagne Riposte et ensemble, nous avons franchi la barre des 150 000 €. Mais on va pas se mentir, l'été, c'est toujours un peu compliqué pour les médias indés. L'audience ralentit, les soutiens habituels aussi. Et pour rien arranger, les orages ont inondé notre régie. Bref, vous l'avez compris, on continue la riposte et on a besoin de vous pour continuer à proposer une information libre, indépendante et populaire. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr et surtout n'oubliez pas, les dons sont défiscalisables. 100 € donnés ne vous coûteront en fait que 34 € après impôt. Et maintenant, place à l'épisode 65 du récap. C'est parti. Ce samedi 5 juillet, l'Algérie a célébré le 63e anniversaire de son indépendance. Un moment de fierté nationale pour le peuple algérien, un souvenir de rupture, mais aussi une mémoire toujours vive et profondément blessée par 132 ans de colonisation française. La guerre d'indépendance, avec sa violence extrême, ses traumatismes collectifs et ses héritages politiques, reste un chapitre sensible et encore conflictuel de l'histoire partagée entre nos deux nations. Les relations entre Paris et Alger connaissent aujourd'hui une crise d'une rare intensité. Cette crise diplomatique n'est pas un incident, c'est un symptôme, celui d'un État français qui n'a jamais vraiment coupé le cordon colonial. Au lieu d'engager une réparation historique digne de ce nom, Emmanuel Macron et son gouvernement multiplient les provocations. En juillet 2024, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a été saluée à Rabat, mais vécue comme une insulte à Alger. Ce revirement géopolitique, mené au mépris du droit international, constitue un affront direct à la position historique de l'Algérie qui soutient depuis des décennies la lutte du Front Polisario pour l'autodétermination des peuples. En cédant aux pressions du Maroc, Paris a sacrifié des décennies d'équilibre diplomatique et mis en péril ses relations avec l'Algérie. Mais la ligne rouge a surtout été franchie sur le terrain de l'immigration. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, tout droit sorti des fantasmes sécuritaires de la droite dure, multiplie les déclarations incendiaires à l'égard de l'Algérie. Il accuse, menace, brandit l'expulsion et la dénonciation de l'accord de 1968 comme des armes de négociation traitant les Algériens vivant en France comme de vulgaires pions diplomatiques. Sous couvert de réalisme, c'est en réalité une politique de confrontation alimentée par un fond idéologique islamophobe qui s'installe. Le tout dans le silence complice d'un exécutif plus soucieux de draguer l'électorat d'extrême droite que de défendre les principes élémentaires de justice et de respect entre les nations. Habitué de notre antenne, le spécialiste des relations internationales Bertrand Badi était revenu sur cette crise franco-algérienne en avril dernier, fustigeant l'attitude de Bruno Retailleau. Je vous propose de l'écouter. L'attitude de Bruno Retailleau était aussi choquante qu'absurde. Pourquoi choquante ? Je dois dire que j'ai eu une impression vraiment catastrophique lorsque, parlant de l'Algérie, le ministre de l'ancienne puissance coloniale dit qu'il faut utiliser le rapport de force. La France a dominé l'Algérie pendant 130 ans. Récemment, on a documenté l'utilisation de l'arme chimique pendant la guerre d'Algérie, donc ce qu'on appelle des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il y a eu aussi ce face-à-face extrêmement fort, blessant pendant la guerre. Et au sortir de la guerre, employer le terme de rapport de force est quelque chose de choquant et d'absurde. Et c'est surtout irrationnel, parce que ce n'est pas par un rapport de force que l'on pourra préserver cette relation dont je rappelais la très grande densité. Alors, beaucoup de gens sont coupables dans cette affaire, parce que, en fait, on ne connaît pas de séquence heureuse dans les relations franco-algériennes. Je pense qu'aucun des présidents français n'a su véritablement trouver la bonne note, le bon ton. Mais là, on était descendu très très bas. Je crois qu'autant Emmanuel Macron que Jean-Noël Barrot ont compris que cette escalade
dans l'usage même du terme de force et de coercition était absolument impossible. Dans ce climat tendu et propice à la surenchère permanente, l'affaire Boualem-Sansal, plus récemment celle de Christophe Glaise ou encore l'arrestation d'influenceurs algériens en France servent de prétexte supplémentaire pour entretenir le bras de fer de part et d'autre de la Méditerranée. Plutôt que de faire preuve de discernement et de chercher des issues par le dialogue, l'exécutif français semble s'enfermer dans une posture rigide et punitive, contribuant ainsi à alimenter les crispations identitaires de part et d'autre. Ce week-end, François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains, a d'ailleurs appelé de ses vœux ce bras de fer avec l'Algérie, estimant que le rapport de force est indispensable dans nos relations. On ne peut pas ne pas voir qu'effectivement, le régime algérien, quand il fête son indépendance, ne fait rien d'autre en fait que d'insulter la France. En tout cas, d'insulter les dirigeants français qui osent enfin parler clair sur la manière dont ce régime se comporte. Et je pense à Bruno Retailleau qui est insulté en permanence par les télévisions et les radios algériennes. Aujourd'hui, nous devons dire au peuple algérien qu'il est temps de sortir de cette relation toxique. Mais dans l'immédiat, pour nous, la première des choses à faire, c'est d'engager le bras de fer indispensable pour faire valoir nos principes, la libération de Boualem-Sansal, nos intérêts, le respect absolu de notre souveraineté sur le plan migratoire. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que nous ne soyons pas aujourd'hui en train de mettre en œuvre ce rapport de force dont nous avons tellement besoin. Ça fait des mois que Bruno Retailleau le demande. En février dernier, le Premier ministre lui-même, François Bayrou, avait fixé un ultimatum à l'Algérie. Il avait donné 6 semaines à l'Algérie. Et qui a empêché cet ultimatum de s'appliquer ? C'est le président de la République. La position de François-Xavier Bellamy illustre parfaitement cette arrogance post-coloniale qui gangrène encore une partie de la classe politique française. Derrière ce langage martial se cache une vision dépassée où la France se place toujours en donneuse de leçons, incapable de penser les relations internationales autrement qu'à travers la domination et la confrontation. Ce discours sous couvert de fermeté participe d'une logique de crispation permanente qui empêche toute sortie par le haut. Il nie la possibilité d'une relation fondée sur le respect mutuel, le dialogue et la reconnaissance des torts. Du côté du parti présidentiel, la posture n'est pas plus reluisante. Le député Sylvain Maillard accuse le régime algérien de souder son peuple par un discours anti-France, un procédé qu'il généralise d'ailleurs à d'autres anciennes colonies. Cette lecture paternaliste et cynique évacue une fois encore toute responsabilité de la France dans l'histoire comme dans le présent. Je vais être très honnête, je n'ai pas tout à fait la même lecture du rapport entre des difficultés entre Paris et Alger. Pour moi, c'est beaucoup plus ancien. En fait, le président Tebboune, entre autres, dans la dialectique qu'il porte en interne, en fait, en Algérie, pour se maintenir au pouvoir, pour maintenir son régime, en fait, a fait de la France son principal adversaire. Il soude son pays, il cherche à souder son pays contre la France. On n'a pas ça qu'en Algérie, on a ça dans d'autres pays africains d'anciennes colonies africaines. On l'a vu il y a quelques mois et quelques années, où au fur et à mesure, le discours anti-français était le discours qui soudait les oppositions. C'est ça la réalité. Après, c'est une affaire intérieure, ce qui se passe en Algérie. Il faut y répondre, il faut être très ferme avec les Algériens. Et le gouvernement algérien, les Algériens en eux-mêmes ne sont pas nos ennemis. C'est pour ça qu'on continue à laisser passer et faire en sorte que les étudiants puissent venir, et Algériens puissent venir étudier en France. Mais ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas normal que nous acceptions le traitement qui est fait aux Français, et particulièrement à Boualem-Sansal. Donc il faut une réponse très forte du gouvernement algérien pour libérer Boualem-Sansal et puis maintenant un journaliste de SoFoot. Tandis qu'une certaine droite, voire même le bloc central, attise les braises du conflit pour flatter les passions des plus réactionnaires, d'autres, plus lucides, alertent sur l'impasse diplomatique dans laquelle cette stratégie nous mène. Dominique de Villepin, ancien chef de la diplomatie française, incarne cette voix dissonante. Lancé en pleine campagne présidentielle, ce dernier plaide pour la restauration du dialogue avec l'Algérie. Pour lui, la méthode dure, empruntée par le gouvernement depuis quelques mois, ne peut pas fonctionner. On l'écoute sur le plateau de LCI. Laissons au président de la République, c'est lui qui a un contact avec le président Tebboune pour voir quel est le moment qui permettra à nos deux pays de réenclencher une mécanique de coopération.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dossiers qui sont sur la table et qui sont des dossiers contentieux très douloureux. Il faut réouvrir tout ça. Et bien évidemment, la question de la libération de Boualem-Sansal se pose de façon urgente. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Oui. Ni la méthode dure, ni la méthode douce. Mais la méthode dure, nous savons une chose, c'est que la méthode dure ne marchera pas. Ça, je vous l'affirme aujourd'hui. Il n'y a pas de méthode dure qui puisse marcher dans une relation comme celle qui existe entre la France et l'Algérie, compte tenu de notre histoire, compte tenu des blessures qui ont marqué de part et d'autre l'histoire. Est-ce que ça passera Donc, c'est au président de la République à faire le travail indispensable et à déterminer les conditions qui peuvent permettre rapidement cette libération. Ça veut dire quoi? De votre point de vue, M. Retailleau a compliqué les choses? Écoutez, je ne vais pas aller rajouter de l'huile sur le feu. Moi, je ne suis pas là pour, une fois de plus, donner des bons points et des mauvais points. Ce que je vous dis, c'est que la ligne qui consiste à imaginer qu'on peut, en déclarant la guerre à l'Algérie, précipiter le retour de Boualem-Sansal, alors là, c'est mal connaître son histoire, en particulier dans les relations entre deux pays comme la France et l'Algérie. C'est exactement l'effet inverse que cela produit. Cette ligne diplomatique prônant le dialogue est également celle que préconise Mathilde Panot, la chef de file du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Elle dénonce une algérophobie de la part de Bruno Retailleau et appelle à sortir d'une forme de néocolonialisme en France. Elle s'est exprimée au micro de BFM ce week-end. Nous avons un ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui souffre d'une algérophobie aiguë et qui ne cesse de vouloir monter en tension avec l'Algérie. Nous, je le dis, nous ne serons jamais d'accord avec cela. Nous avons beaucoup en commun avec les peuples du côté de l'autre côté de la Méditerranée, et notamment par la négociation avec l'Algérie qu'on avance aujourd'hui. L'Algérie qui refuse de reprendre ses ressortissants algériens présents en France. Oui, je pense que c'est par la négociation. Vous trouvez que la méthode Retailleau a bien fonctionné ? Et vous pensez que la négociation a mieux fonctionné avant ? Je pense que la négociation fonctionne mieux. C'est-à-dire que ce sont des échecs quoi qu'il en soit. Non, ce ne sont pas des échecs quoi qu'il en soit. Vous savez, on peut respecter nos autres partenaires. On peut sortir d'une forme de néocolonialisme qui existe toujours en France et qui est absolument insupportable. On le voit avec la Nouvelle-Calédonie, on le voit aussi avec d'autres territoires dits d'outre-mer, et on le voit avec les relations avec les pays d'Afrique du Nord. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cela et nous ne serons jamais d'accord avec cela. Pour Jean-Luc Mélenchon, la vieille droite française est nostalgique de la guerre avec l'Algérie et du temps des colonies. S'il se refuse à distribuer les bons et les mauvais points entre les deux nations, il pointe néanmoins que Bruno Retailleau n'est pas ministre des Affaires étrangères et qu'il devrait bien se garder d'envenimer la situation. On l'écoute. Vous savez, cette vieille droite, ils n'ont pas tout très bien compris. Alors, ils aimeraient tellement continuer la guerre, tellement continuer. Vous comprenez, il y a une forme de jubilation. Les tensions entre l'Algérie et la France ne datent pas de l'arrivée de Bruno Retailleau oui, mais personne avant lui ne l'a mis en exergue comme ça. Ouais. C'est la première fois qu'on voit sur tous les kiosques dans Paris la photo de M. Retailleau avec marqué en dessous, c'est Valeurs Actuelles qui a fait ça. L'Algérie n'a pas le droit d'humilier la France. Ouais. Le problème, si on le pose comme ça, c'est on en vient aux mains en 5 minutes. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Comment peuvent-elles être harmonieuses ? Il faut être très, méticuleux. Subtil. Pardon ? Subtil. Je ne sais pas si c'est subtil, parce que tout le monde ne l'est pas tout le temps. Je n'ai pas l'intention de donner tort qu'à M. Retailleau. Je pense aussi que peut-être, des fois, en Algérie, on a un peu profité des circonstances pour pouvoir faire monter le ton. Et parce que c'est comme ça, je vous dis, nous avons une guerre, et bon... Alors, ce qui est important, c'est qu'on respecte le droit tout le temps, d'une manière extrêmement pointilleuse, et qu'on s'évite les grands mots. Et ce n'est pas M. Retailleau, le ministre des Affaires étrangères. Par conséquent, il est prié de s'occuper d'autre chose que du domaine qui est celui du ministre des Affaires étrangères. Il est indéniable de se questionner sur la posture de Bruno Retailleau, pourtant ministre de l'Intérieur, sur la question algérienne devenue quasi obsessionnelle pour lui. Il y a quelques jours à peine, rebondissant sur un déplacement personnel du député insoumis Sébastien Delogu en Algérie, le ministre en a même profité pour donner des leçons, alertant sur le sort réservé aux migrants par le régime algérien. On l'écoute. Vous savez ce que fait le régime algérien avec les étrangers en situation irrégulière à la frontière du Niger, en les envoyant par des températures de 50 degrés, sans eau, sans boisson, sans rien. Voilà. Que dites-vous de cela ?
Est-ce que vous allez le dénoncer? Oui ou non? C'est une inversion des valeurs, c'est irresponsable, c'est une honte et vous êtes le parti de l'indignité. Quand on s'intéresse un peu à la doctrine migratoire mise en place par la France, il y a de quoi s'étrangler en entendant le ministre de l'Intérieur donner des leçons d'humanité. À titre d'exemple, il y a quelques jours, une nouvelle vidéo publiée par la BBC a fait état du durcissement des pratiques policières pour intercepter les migrants embarquant sur des bateaux dans le nord de la France pour rejoindre le Royaume-Uni. On y voit des gendarmes planter des coups de cutter dans un bateau pneumatique surchargé. Une pratique interdite par le droit international. Ces images ont d'ailleurs été qualifiées d'ignominie par l'association Osmose 62. Le 23 juin dernier, le syndicat Solidaire Douane a d'ailleurs adressé une lettre ouverte à son directeur national dans laquelle il dénonce certaines consignes données sur le littoral du Pas-de-Calais pour surveiller des embarcations de personnes migrantes. Initialement chargé d'assurer la sécurité des exilés vers les eaux britanniques ou de les récupérer en cas de sinistre, ordre leur a été donné de signaler tout changement de cap indiquant que le pneumatique ferait route vers la plage pour embarquer à son bord des personnes supplémentaires. Je cite. Pour les douaniers, il s'agissait en fait de faciliter l'action des forces de l'ordre qui n'ont plus le droit d'interpeller des personnes migrantes lorsqu'elles se trouvent dans leur embarcation posée sur l'eau. Ces derniers doivent donc attendre leur retour sur la terre ferme pour procéder à des interpellations. Selon le communiqué de Solidaire Douane, ces ordres les détournent de leur mission initiale et insécurisent les exilés qui prennent la mer. Yann Manzi, le cofondateur de l'association Utopia 56, avait évoqué la responsabilité de l'État français dans le traitement des exilés sur le territoire, mais pas uniquement. Il parle également de la Libye, où sont conclus des accords de coopération. L'État victimise et l'État pointe toujours la responsabilité des passeurs, et nous pointons la responsabilité qu'il n'y a pas de route sûre de migration pour ces populations. Et donc c'est l'État, la France et l'Europe qui met en place ces dispositifs de non-accueil, de non-route sûre, qui fait que les réseaux de passeurs se développent. Donc nous pointons la responsabilité de cette politique française et européenne qui externalise ses frontières, qui va aller jusqu'en Libye à financer les gardes-côtes libyens avec les centres de torture qu'on peut voir et mettre de l'entrave à toutes ces populations. La diplomatie française, telle qu'elle se déploie aujourd'hui, n'est qu'une caricature de puissance dépassée, dure, arrogante, sourde aux appels à la justice et au respect. En refusant de reconnaître les crimes du passé et en transformant les Algériens, qu'ils vivent en Algérie ou en France, en bouc émissaire politique, le gouvernement Macron joue un jeu dangereux, celui d'une France qui ne veut ni tourner la page, ni construire un avenir apaisé, mais plutôt imposer sa loi dans un rapport de force déséquilibré. Entre provocation diplomatique et politique migratoire inhumaine, la République trahit ses propres idéaux. Au lieu d'ouvrir un chemin vers la réconciliation, elle replonge dans un cycle toxique de ressentiment et de domination. Tant que la France ne fera pas preuve d'humilité, de vérité et de respect, elle restera prisonnière d'un passé sanglant, incapable d'assumer pleinement son rôle dans le monde d'aujourd'hui. Cette posture n'est pas seulement un échec politique, c'est aussi une faute morale, une faute qui se paie en vie humaine, en souffrance et en rancune qui s'enracine un peu plus chaque jour. Dans le reste de l'actualité, l'affaire de l'effondrement d'un immeuble de la rue d'Aubagne, survenu le 5 novembre 2018 à Marseille, a été jugée aujourd'hui. Les peines vont jusqu'à 2 ans de prison ferme. La justice a rendu ce lundi son jugement dans le procès des effondrements de la rue d'Aubagne, à Marseille. En novembre 2018, 8 personnes étaient mortes sous les décombres de 2 immeubles vétustes du centre-ville. Le tribunal correctionnel devait déterminer qui pouvait être tenu pour responsable de ce drame. Les peines les plus lourdes ont été infligées à 3 copropriétaires pour leur indifférence totale sur l'état des logements qu'ils louaient. D'après la justice, ils avaient bien connaissance des problèmes graves dans leur immeuble, notamment des fissures, des moisissures et du plancher qui s'effondrait, mais avaient mis en place des stratégies pour repousser les travaux et dépenser le plus tard et le moins possible. Du sursis a également été prononcé contre le gestionnaire du syndic, contre l'architecte qui avait expertisé l'immeuble 3 semaines avant l'effondrement et n'avait pas ordonné son évacuation, et contre Julien Roas, ancien adjoint au maire chargé de l'habitat insalubre. L'effondrement de la rue d'Aubagne est devenu le symbole de l'habitat indigne à Marseille, où de nombreux immeubles du centre-ville sont particulièrement dégradés. À l'international, aux États-Unis, des inondations ont fait rage au Texas. Les politiques budgétaires de l'État sont pointées du doigt. 3 jours après les inondations survenues vendredi au Texas, le bilan humain approche les 80 morts et va encore s'alourdir. Alors que les secours recherchaient toujours des survivants, une polémique prend de l'ampleur.
Les habitants et les élus locaux disent ne pas avoir été avertis assez tôt du risque d'inondation et posent la question de l'efficacité des agences chargées des alertes météo. Interrogé à ce sujet, Donald Trump a nié tout lien entre les coupes budgétaires et le lourd bilan humain. Pensez-vous que le gouvernement fédéral doit réembaucher les météorologues qui ont été licenciés ces derniers mois? Je n'en sais rien. Je ne le saurais vraiment pas. Je pense que non. C'est une chose qui s'est produite en quelques secondes. Personne ne s'y attendait. Personne ne l'a vu. Des gens très talentueux sont là et ils ne l'ont pas vu. Début juin, Donald Trump avait aussi annoncé sa décision de supprimer progressivement la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des urgences, qui aide les victimes de catastrophes naturelles. Et on termine avec Gaza et la rencontre entre Donald Trump et son homologue israélien Benjamin Netanyahou qui s'est tenue aujourd'hui. Troisième rencontre en moins de 6 mois entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Le président américain reçoit ce lundi le Premier ministre israélien pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza. Il aimerait obtenir la paix qu'il n'a pas réussi à négocier en Ukraine. Je pense que la rencontre avec le président Trump peut certainement contribuer à faire avancer ce résultat que nous espérons tous. Mettre fin à cette guerre brutale à Gaza a toujours été l'une des priorités du président depuis son élection. C'est grâce à lui si l'aide humanitaire est acheminée dans la région. Il veut sauver des vies et ramener tous les otages chez eux. Donald Trump a déclaré avoir de bonnes chances d'aboutir cette semaine à un accord avec le Hamas concernant la libération d'otages israéliens. Il y a quelques jours, une proposition de cessez-le-feu parrainée par les États-Unis a été transmise au Hamas. Le Hamas avait modifié la proposition pour intégrer notamment le retrait des troupes et la reprise en main de la distribution de l'aide humanitaire, des changements jugés inacceptables par Israël. Plus de 57 000 Palestiniens, essentiellement des civils, ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média a lancé Riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Parlez-en autour de vous et surtout rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr. Et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur le Média.